Bonjour les missionnaires. Alors, je suis présentement devant le théâtre Hector Charland. À première vue, le théâtre Hector Charland, c'est un théâtre comme les autres. Un édifice, certes, assez moderne, et quand on y entre, une scène, des bancs, puis une marquise avec des têtes d'affiche. Le classique, quoi. Je ne saurais vous dire à quel point notre partenariat entre le Cérezo et ce moteur culturel de la région nous emballe, mais je crois bien que le mieux, ce serait d'aller rencontrer M. Claude de Grandpré et Mme Caroline Parent. Ils sauront assurément vous inspirer. Alors, venez avec moi, on va les rencontrer. Alors, bonjour tout le monde. C'est facile parce que le théâtre Hector Charland, il est juste en face du Collège de l'Assomption, du cégep de la Naudière, constituante de l'Assomption. Donc, je n'ai pas eu trop à marcher avant d'arriver ici. Bonjour, j'espère que le repas était délicieux, n'est-ce pas? Sachons, maintenant, il faut faire connaître le fait qu'à la Naudière, on mange bien quand même. Regardez-moi, c'est clair. J'ai jamais eu peur de ça. Moi, une fourchette, je finis ça, mes assiettes. Donc, écoutez, c'est ça. C'était un bon repas, j'espère. Il y en a qui ont pris le temps, j'espère, d'aller faire le tour dehors, aller prendre un bol d'air. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser au bon soin de Claude de Grandpré et Caroline qui vont vous parler. Vous allez dire, oui, on parle de théâtre dans un événement entrepreneurial. Attention! Attention, vous risquez d'être surpris. Alors, je donne la parole, Caroline et Claude. C'est à vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Numéro 1, parfait. Alors, bonjour Louis-Maxime, bonjour Karine, bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter bien humblement notre travail à titre d'entrepreneur culturel. Je suis accompagné de Caroline Parent, qui agit comme coordonnatrice au développement des affaires chez nous, qui est également membre du conseil d'administration du Collège de l'Assomption. Alors, je suis directeur de diffusion Hector Charland depuis 1996. Ça fait un bout. Alors, mais j'aimerais vous dire que je suis d'abord musicien. J'ai un bac en enseignement de la musique. J'ai travaillé à peu près 10 ans au niveau de la production et 2 ans en enseignement. Puis après ça, j'ai été récupéré par le milieu de la diffusion. Et voilà, on est le diffuseur pluridisciplinaire de la MRC L'Assomption. Alors, un diffuseur pluridisciplinaire a le grand privilège de disposer d'un lieu permettant de présenter des spectacles, voire plusieurs, pour faire en sorte de présenter les différentes disciplines aux nombreux publics sur son territoire. Alors, théâtre, chanson, cirque, danse, humour, plus toutes les sous-disciplines. Si on pense juste à la danse, il y a la danse classique, il y a le ballet, puis il y a la danse contemporaine. Alors, chaque discipline a ses sous-catégories en chanson. Je n'ai pas à vous imaginer le nombre de catégories qu'on a là. Alors, c'est un grand privilège qu'on a de faire tout ça. Alors, un diffuseur pluridisciplinaire est un généraliste, contrairement aux diffuseurs spécialisés. Alors, si on prend l'exemple de la TOU à Montréal, c'est un diffuseur spécialisé en cirque. Son travail est uniquement au niveau du cirque. Parce que nous, on pige à travers les différentes disciplines. On essaie d'aller chercher pour notre communauté ce qu'il y a de meilleur dans ce qui se fait. Alors, même si on est généraliste, on a une direction artistique et j'avais envie de vous poser une question. Je fais un essai. Je vous pose une question à tous, si quelqu'un veut répondre. Quelle est, d'après vous, la compétence principale qu'on doit avoir comme diffuseur? Une des compétences principales qu'on doit avoir comme diffuseur? Quelqu'un tente sa chance? Je peux vous aider. Je peux vous aider. Alors, c'est d'être curieux, tout simplement. Alors, notre travail est de savoir accueillir le bon artiste dans la bonne salle, au bon moment, au juste prix pour le bénéfice du public. Ça a l'air simple, cette phrase-là, mais c'est lourd c'est lourd de sens. Quelqu'un m'a déjà demandé, tu es arrivé comment avec cette phrase-là? Je dis, on peut l'expliquer par son contraire. Alors, le mauvais artiste dans la mauvaise salle, au mauvais moment, au mauvais prix. Alors, donc, si on le tourne du bon sens, c'est ça qui fait qu'on a du succès comme diffuseur. Alors, évidemment, il faut prévoir, il faut avoir des antennes partout, il faut avoir un très bon réseau de contacts,
puis un très bon réseau d'information et on réussit nos objectifs. Alors, il y a 150 diffuseurs au Québec, à peu près. C'est un chiffre qui bouge, et une quarantaine de majeurs dont nous sommes. Vous en avez tous dans vos communautés respectives. En général, il y a un diffuseur par MRC. Avant, c'était une salle par MRC, mais maintenant, plusieurs diffuseurs ont développé plusieurs lieux pour répondre à la grande diversité de l'offre qui s'est développée dans les 10 dernières années. Alors voilà, maintenant, je vous amène vers création, production, diffusion. Ça, c'est un peu la chaîne de l'écologie de notre milieu. Donc, la création, ben, c'est le début. Hein? Ça prend un créateur, ça prend un artiste qui a une idée et qui va la développer. Après ça, production, ben, là, c'est un producteur qui va financer, une fois que l'idée s'est développée, qui va financer un projet qui va se diriger vers le public. Donc, la troisième étape, la diffusion. Qui est le passage entre le produit fini et le public. Et c'est là que nous, on joue notre rôle principal. Si on prend l'exemple de la face cachée de la Lune, alors c'est Robert Lepage qui est le créateur avec son équipe. C'est sa compagnie de production. Pourquoi j'oublie le nom? Je l'avais bien hier. Ex Machina. Ex Machina, ouais, c'est ça. Donc, Ex Machina qui produit le spectacle. Et c'est sa salle de spectacle, le Diamant, qui va diffuser les spectacles par la suite. Donc, lui, il a toute la chaîne au complet dans son affaire. Alors, il s'est ajouté un quatrième maillon à la chaîne dans les dernières années, et c'est la médiation culturelle. Alors, qui est une pratique transversale à travers tout le travail que l'on fait. Donc, grosso modo, c'est une action auprès des publics non naturels, non conventionnels, mais pas exclusivement, à travers des activités, des rencontres, à travers des actions concertées avec les institutions. Alors, c'est ce qui nous permet de développer un nouveau public. Puis, on a beaucoup d'exemples. À l'Assomption, avec le Cégep Exemple, on a permis à des chorégraphes et des danseurs de faire des ateliers au Cégep en amont d'une présentation au Théâtre Hector Chardin. Donc, les jeunes de la troupe de danse du Cégep ont eu régulièrement, durant les 12 ou 15 dernières années, la chance de participer à des ateliers avec de grands chorégraphes. Alors ça, c'est une forme de médiation culturelle. J'ai d'autres exemples à Marsoui, qui est une petite ville en Gaspésie. Le lieu de résidence de création a créé un partenariat avec le Cégep de Matane. Donc, des jeunes du département de photographie vont aller vivre l'expérience de résidence avec des jeunes créateurs, puis vont prendre ça en photo. Un bel exemple. Ma collègue aussi de Gaspé, avec le Cégep de Gaspé. Donc, ils ont un centre de création à Gaspé. Il y a des relations très fortes entre le Cégep et le centre de création. Donc, c'est des petits exemples pour vous dire que la médiation culturelle, c'est quelque chose d'important. Donc, dans les 20 dernières années, la diffusion Hector Chardin a développé de manière importante la pratique de la diffusion. Pour les 20 prochaines années, on souhaite jouer un plus grand rôle au début de la chaîne et se positionner davantage en soutien à la création. Voilà. On va parler maintenant de diffusion au Québec. Vous me direz si je vais trop vite. J'ai tellement peur, j'ai tellement de matériel que j'ai peur, je vais vite pour être sûr de me rendre jusqu'à la fin. Alors, on va parler de diffusion au Québec. Je vais vous faire un peu d'histoire, mais je ne suis pas un spécialiste, mais bon, à la fin, dans les années 40-50 au Québec, les spectacles étaient principalement donnés dans les grands centres comme Montréal et Québec. En région, c'était principalement dans les sous-sols d'églises. À partir des années 60, on a commencé à voir apparaître les boîtes à chansons. Puis, je vous dirais un exemple de ça, le Patriote de Sainte-Agathe, qui a été créé en 67. C'était une initiative privée, mais tous les grands chanteurs québécois et même de France sont passés là au Patriote. En 67, c'est une année importante aussi du 100e anniversaire de la Confédération. Il s'est construit des centres culturels un peu partout au Québec à travers les célébrations du 100e anniversaire de la Confédération du Canada. Donc,
Je pense au Centre culturel de Belleuil qui a été construit en 67. Ils ont commencé par la suite à faire un peu de diffusion, mais c'était vraiment un peu en solo. Alors, à partir des années 70, donc des années 70 à 90, évidemment, la diffusion était toujours présentée à Montréal principalement. On peut imaginer des séries de spectacles de 2 mois au Théâtre Saint-Denis, de 6 mois à la Place des Arts. Ça se présentait principalement dans les salles de Montréal, mais les producteurs de Montréal ont vu vraiment une opportunité d'étirer les tournées en allant dans les régions, principalement dans les grands centres. Et qu'est-ce qu'il y a dans les grands centres? Ben, les auditoriums de cégep. Alors, souvent, il y a eu un partenariat naturel qui s'est développé entre les producteurs de Montréal et les cégeps un peu partout en région. Donc, ça fait très longtemps qu'on a une relation et je pense que les diffuseurs sont des passeurs de culture et le cégep a une clientèle captive et le travail que l'on fait peut enrichir, je dirais, le cursus d'apprentissage des étudiants. Alors, les maillages sont vraiment infinis. Alors, un petit peu de politique. Il y a une première politique culturelle qui va s'établir au Québec en 92. Ça fait quand même pas longtemps, en 92. Et 4 ans plus tard, ça c'est sous les libéraux, Mme Frulla-Hébert, à mon souvenir. Après ça, 4 ans plus tard, sous le Parti québécois, un très bon député de l'Assomption, M. Parizeau, politique de diffusion. Alors, on est la diffusion qui était l'objet de, je dirais, d'initiatives un petit peu locales, puis un réseau qui n'était pas parfaitement organisé. Ben, à partir de 96, on a vraiment une politique de diffusion qui encadre notre travail. Alors, si vous vous souvenez, moi, je vous ai dit, je suis entré en poste en 96. J'avais plus de cheveux. Et je suis entré en poste en même temps que la politique de diffusion. Inutile de vous dire que l'agent du ministère de la Culture qui m'a pris en main a été très subtil, du genre, si tu veux garder ta job, c'était ma première job à temps plein, alors si tu veux garder ta job, ben, tu vas suivre la politique de diffusion. Alors, je vais vous dire, je l'ai pas mal appris par cœur et j'ai pas mal fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et la deuxième commande que j'avais en 96, c'était d'adhérer à un réseau de diffusion. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, on fait pratiquement rien tout seul. J'ai adhéré à Réseau Scène, qui est un réseau d'une vingtaine de structures, principalement autour de Montréal, mais pas exclusivement. Alors, à l'intérieur de Réseau Scène, on a des réunions régulièrement et on partage notre expertise. On met en commun des ressources puis on discute autour de la création. Alors, c'est grâce à ce réseau-là que le métier de diffuseur s'est professionnalisé dans les 20 dernières années. Puis je dois vous dire que c'est pas un métier où il y avait au départ une formation spécifique. Vous savez, on peut devenir humoriste, il y a une école de l'humour, mais si on veut devenir diffuseur, ben, on passe par différents chemins ou méandres. Alors, il y a 2 programmes qui nous intéressent, en fait, où on a bien des ressources qui ont passé à travers recherche et animation culturelle, un programme de l'UQAM. Donc, c'est une espèce de bac généraliste en culture. Ça ne fait pas des spécialistes dans rien, mais ça fait des gens curieux, puis des gens qui ont des petites compétences dans toutes sortes de domaines. C'est très intéressant. Moi, j'en ai 5 dans mon équipe qui ont fait ce parcours. Un niveau plus élevé, il y a une maîtrise en gestion d'organismes culturels au HEC. Alors, ça, c'est une formation complémentaire très intéressante, mais tu ne vas pas là si tu n'es pas déjà diffuseur. Alors, si tu n'as pas cette expérience de terrain, tu vas te perdre un peu là-dedans. Alors, c'est ce qu'on vit. Donc, le métier de diffuseur, le profil, c'est qu'on est des entrepreneurs. On a une forte gestion de prise de risque parce qu'on achète dans notre cas, on a acheté l'année passée 4 millions de contrats, de cachets d'artistes, mais on n'a pas 4 millions dans notre compte de banque. Donc, notre job, c'est d'avoir l'assurance d'être capable
de vendre pour 4,7 millions ou 4,8 millions de billetterie. Donc, on achète des spectacles un an d'avance, un an avant qu'ils soient mis en marché. Puis il faut être assez sûr de notre coût pour réussir notre affaire. Donc, il ne faut pas être trop nerveux. Puis il faut faire une saine balance entre l'audace et la sécurité. Il faut aimer les horaires atypiques et il faut aimer aussi voyager parce qu'on se promène pas mal. Alors, encore une fois, il faut être curieux et dépasser nos propres goûts personnels. Si moi j'adore le jazz, ben, je ne peux pas faire 2 spectacles de jazz par semaine. Ça ne marche pas. La création de la corporation Hector Charland, je vous en parle un peu parce que vous allez voir le lien. La création de la corporation Hector Charland par le Collège de l'Assomption a été fait autour des années 88. Alors, c'est vraiment le collège qui était à la fois une constituante secondaire et cégep privé. Donc, c'est le Collège de l'Assomption qui nous a créés suite à l'incendie du théâtre Carillon qui était en face, à la même place où nous avons notre théâtre actuellement. Donc, grosso modo, le théâtre Carillon brûle, puis les gens du collège se disent bon, ben, on a des bons contacts au ministère de la Culture, ils vont nous financer la reconstruction de notre salle de spectacle, puis on va pouvoir avoir un lieu pour nos étudiants. Ça partait de cette idée. Alors, ça n'a pas fini comme ça. Le ministère a dit, ben, si vous voulez avoir une subvention, c'est possible, mais vous devez créer un diffuseur. C'est quoi ça, un diffuseur? Alors, ben, c'est-à-dire, vous devez accueillir des spectacles dans un lieu. Le Collège de l'Assomption avait un petit auditorium à l'époque de 280 places. Alors, ils ont commencé à créer une structure bénévole autour du collège et des citoyens de la ville. Puis ils ont commencé à diffuser des spectacles, 8 par année. Puis le ministère disait, si tu veux avoir une subvention, il faut que tu crées vraiment un besoin. Il faut que tu augmentes la diffusion. Là, je suis entré en jeu et je suis entré en 96 et ma job, c'était donc de préparer la venue de la nouvelle salle de spectacle en devenir, d'augmenter la diffusion, de susciter l'intérêt dans la population. Alors, c'est ce que j'ai fait. Le cégep de l'Assomption, qui est devenu public à l'époque, en même temps que nous autres, on a accueilli la nouvelle salle. C'est vraiment amusant. Alors, on était deux jeunes à partir en même temps. Le cégep est devenu membre structuré de la corporation Hector Charland. Donc, le directeur du cégep est sur notre conseil d'administration depuis toujours et on a cheminé ensemble. Donc, ça a permis au cégep de bien comprendre comment nous autres, on se développait. Puis, on a créé des ponts de façon régulière pour le bénéfice des étudiants. Si tu me permets, Claude, maintenant, ce n'est plus la direction qui siège autour du CA. C'est Karine Perron de ces réseaux, parce que ça faisait tellement de sens d'avoir cette personne-là autour du CA d'Hector Charland. Puis ça nous a permis vraiment de développer des projets qu'on va vous parler tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter, Caroline, on va présenter la structure corporative de notre organisme maintenant. Et on va faire le tour un peu de ça. Ça va vous donner une idée de comment on a développé notre affaire. Alors, on est bien plus qu'une salle de spectacle. Je vais prendre ma feuille ici pour vous suivre. Alors, la corporation Hector Charland, c'est le nom qu'on utilise un petit peu moins, mais c'est notre nom d'origine. Alors, sous corporation, il y a philanthropie et services conseils, on va vous en parler tantôt, mais le lien principal, c'est Diffusion Hector Charland, qui a sous sa couverne 2 salles de spectacle. Donc, une première qui s'appelle le Théâtre Hector Charland, qui est une salle à l'italienne de 664 places. Alors, on a, oui, c'est beau ça. Alors, qui a été mise en service le 10 septembre 1999. Alors, on a fait depuis le temps à peu près 5000 spectacles dans cette salle depuis 1999. Donc, c'est une salle configuration à l'italienne qui a été conçue par Scénoplus et l'architecte Éric. Oh mon Dieu, Éric.
de FABG. Éric Gauthier, merci, merci mon cerveau. Alors, donc, ça, c'est le théâtre Hector Charland et on a, c'est presque terminé la construction, on a un deuxième lieu qui va entrer en action en 2021. C'est le théâtre Alphonse Desjardins de Repentigny. Alors, on est à 12 km là, et le théâtre de Repentigny se voulait un théâtre complémentaire à ce qui avait été développé à l'Assomption, parce que ça fait bien longtemps qu'on est premièrement à pleine capacité à Hector Charland, et Alphonse Desjardins va permettre de pouvoir enrichir un peu la programmation pour les citoyens du coin, simplement parce que c'est une salle à configuration un peu différente. Donc, 380 places à l'italienne, mais avec une pente un peu différente que celle de l'Assomption. Après ça, on peut tout ramener les sièges au fond de la salle, puis on peut faire un cabaret en table et chaises de 260 places. On peut tout enlever les tables et chaises et avoir un plateau de 400 pour 400 personnes debout. Il y a aussi une conque qui permet, exact, wow, c'est beau, qui permet la présentation de spectacles acoustiques. Alors ça, c'est nos deux lieux. C'est la même équipe de gestion qui va gérer les deux lieux. Et disons que d'ici 1 an ou 2, on devrait être capable de faire à peu près 450 spectacles globalement, puis répondre à des besoins au niveau de la location de salles pour les organismes du coin, parce qu'il y a vraiment un manque depuis fort longtemps. Je passerai la parole à Caroline. Oui, donc moi, je vais aborder un peu avec vous la présentation de notre festival de théâtre, le festival Fou de théâtre. En fait, Hector Charland a mis sur pied un festival de 2001 à 2016 qui était le festival annuel d'innovation théâtrale qu'on appelait le FAIT. Ça se déroulait à l'Assomption, ça se déroulait à l'intérieur, donc dans des salles au Théâtre Hector Charland, évidemment, mais aussi au Cégep, de l'autre côté de la rue, donc au Théâtre du Coin. Ça se passait au Café étudiant, ça se passait au Collège de l'Assomption, au Fort de l'Assomption. Donc, on a plein de petits endroits comme ça qui ont été mis à contribution. Mais en 2017, on a souhaité revoir l'orientation de ce festival-là pour approcher un plus vaste public. Donc, on voulait sortir des salles de spectacle. Donc, on fait encore un volet intérieur dans différentes salles, mais on fait aussi un volet extérieur. La particularité aussi du Festival Fou Théâtre, c'est que puisqu'on est le diffuseur de la MRC de l'Assomption, on a décidé non plus d'animer une seule ville, mais d'animer 2 villes. Donc, il y a une année, c'est à l'Assomption, une année, ça se déroule à Repentigny. Donc, ça oblige notre public à se promener d'une ville à l'autre, sur le territoire au complet, d'aller voir des restaurateurs des 2 villes, d'aller voir des commerçants des 2 villes, de découvrir les différents centres-villes qui offrent des expériences complètement différentes. On essaie de mettre à contribution la communauté aussi en organisant des festins gourmets avec les restaurateurs, les agriculteurs. Le territoire de l'Assomption est 90% agricole, donc on essaie d'encourager une belle collaboration avec les agriculteurs. Le dernier festival qu'on a fait en 2019, on avait une épluchette de blé d'Inde avec des légumes cueillis le matin même. C'était vraiment, vraiment formidable. Donc, ce qu'on souhaite avec Fou de théâtre, c'est mettre de l'avant, évidemment, la discipline, le théâtre, mais sous différentes formes. Donc, des fois, c'est des spectacles de marionnettes, des fois, c'est des spectacles jeunes publics, ça peut être des lectures publiques, des fois, c'est des étapes de création devant public. Donc, formes théâtrales diverses dans des lieux atypiques aussi. On aime amener les spectateurs où ils ne pensent pas aller. Donc, je vous montre ici. Voilà, donc Festival Fou de Théâtre. Donc, l'objectif numéro 1 avec le Festival Fou de Théâtre, c'est vraiment le développement de public, d'animer nos communautés, d'animer nos villes. Ça se passe 3-4 jours au mois d'août, une année à l'Assomption, une année à Repentigny. Donc, Claude, je te laisse aller. On avait depuis 2005 un défi pour développer la chanson
c'est-à-dire que notre grande salle de 664 places était vraiment mal adaptée, entre autres pour la relève en chanson, la relève en humour également, mais ça, c'est venu un petit peu plus loin. Alors, on a développé un partenariat avec l'Ange Cornu, qui est un restaurant à 2 pas du théâtre. L'Ange Cornu, qui est très populaire pour sa cuisine. Le propriétaire de l'époque a construit dans sa cour arrière, il y avait une sorte de shed et il l'a transformé en salle de spectacle. Salle de spectacle qui s'ouvrait avec 2 immenses portes de garage sur une terrasse extérieure. Alors, le spectacle est à l'intérieur, puis les clients sont à la fois un petit peu à l'intérieur et à l'extérieur, et ça se passe juste dans l'été. Donc, du début juillet à la fin août, on fait des spectacles les mardis, mercredis, jeudis, soir, en chanson. Et c'est intéressant parce que ça nous a permis de faire une trentaine de spectacles en chanson par été de jeunes artistes qu'on n'aurait jamais pu faire dans la grande salle si ce n'est pas agréable. Puis on a développé une clientèle. En fait, les jeunes adultes sont friands de ce type de spectacle. Je pense qu'ils aiment ça se retrouver dans une place un petit peu à gauche, peut-être en pouvant manger un spectacle avec un verre, regarder les spectacles avec un verre et tout ça. Alors, on a vraiment été chercher cette clientèle de 20-40 ans qu'on va moins chercher dans la grande salle. Alors, ça fait 15 ans qu'on fait ça. L'année passée, à cause de la COVID, on a dû annuler toute une belle programmation qu'on avait réalisée, mais on va reprendre ça cette année, assurément. Dans l'espèce d'organigramme qu'on vous a montré là, on a ajouté au niveau des deux salles l'animation citoyenne. Alors, on a des commandes des différentes villes de la MRC pour offrir des spectacles gratuits durant la période principalement estivale. Mais ça peut être aussi un marché de Noël de l'Assomption qui dit « Est-ce que vous pourriez nous collaborer avec nous pour qu'on ait des spectacles gratuits durant l'événement? » Alors, l'animation citoyenne, c'est un élément qui n'est pas nouveau, mais qui est suffisamment fort et qui va se développer au niveau des prochaines années pour qu'on l'inscrive comme il faut sur notre organigramme. Caroline? En ce qui a trait au pôle territoire dense, donc c'est une structure vraiment très particulière qui est assez unique. On souhaitait, Hector Charland, mettre de l'avant la discipline de la danse. C'est assez rare chez un diffuseur pluridisciplinaire, ça arrive, mais c'est assez rare d'avoir une ressource dédiée à 100% à la discipline de la danse. Hector Charland a décidé d'avoir cette ressource-là et la met à la disposition d'autres diffuseurs de la région de la Naudière, de certaines villes, d'institutions, pour finalement créer une structure qui a pour objectif de promener la danse un peu partout sur le territoire, rejoindre différents publics, mais en mutualisant cette expertise-là que tous n'ont pas. Donc, on travaille avec, par exemple, des villes comme Notre-Dame-des-Prairies, Repentigny, l'Assomption. On travaille avec le Musée d'art de Joliette, avec le Festival Mémoire et Racines. Donc, on essaie de faire en sorte que la danse prenne racine un peu partout sur le territoire pour favoriser la circulation de la danse, mais aussi développer des publics, développer des sensibilités particulières. On a, à travers le pôle de la danse, des activités aussi, comme par exemple une biennale. On organise le spectacle Casse-Noisette en organisation avec les Ballets Ouest de Montréal, Claude, je ne veux pas dire n'importe quoi. Et donc, il y a comme Casse-Noisette à Montréal, il y a des étudiants de toutes les écoles de danse de la Naudière qui font des auditions et ensuite qui travaillent toutes les fins de semaine à travailler le spectacle. Et on met le Théâtre Hector Charland à leur disposition pour présenter le fruit de leur travail. C'est non seulement très populaire auprès des familles comme spectacle, mais en plus, ça valorise les écoles de danse, ça valorise le travail des jeunes. Donc, on aime beaucoup. On a aussi, par exemple, l'événement Danse au crépuscule qui se déroule une année à Repentigny et une autre année à Terrebonne.
de la danse dans les parcs de la ville durant 3-4 jours. Donc, on essaie vraiment de développer des publics et de pousser plus loin les collaborations un peu partout sur le territoire. Le pôle de la danse encourage aussi énormément, en fait, souhaite accueillir des résidences de création, toujours dans le même objectif de mettre de l'avant la danse, offrir des conditions optimales aux artistes et de mettre les publics en contact avec ces artistes-là qui vont travailler sur le territoire. On souhaite vous parler un peu plus longuement de résidence de création. Claude vous mentionnait tantôt que, évidemment, depuis 20 ans, on a développé un créneau particulier pour la diffusion, mais qu'on souhaitait dans les prochaines années s'impliquer peut-être de manière un peu plus poussée au niveau de la création. Donc, on accueille déjà des résidences de création depuis le jour 1 sur le territoire, mais il nous manquait un lieu d'hébergement pour accueillir ces artistes-là, pour qu'ils puissent résider sur le territoire. Et c'est là qu'entre en jeu la maison Jacques Parizeau. Et avant de continuer, on va vous montrer une petite vidéo qui illustre un petit peu ce qu'est la maison Jacques Parizeau. Ayez pas peur. Ayez pas peur de rêver. Ayez pas peur de construire une société qui soit à l'image de vos ambitions. Pour Jacques Parizeau, la culture est au cœur de la vie. Tout économiste et professeur qu'il était, ce qui l'intéressait le plus dans la vie, c'était la culture. Alors, les activités de la corporation Hector Charland s'articulent évidemment autour de la diffusion et également au niveau d'activités de développement de public et de médiation culturelle. Il croyait tellement aux artistes. Il croyait tellement qu'il fallait leur donner toutes les chances possibles. Pour nous, c'était évident que cette maison devait s'appeler la maison Jacques Parizeau parce qu'il a été notre député, puis qu'on voulait lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait ici. Puis ça a été un grand bâtisseur du Québec. Alors, la maison Jacques Parizeau, une résidence de création pour permettre à des jeunes artistes d'entrer en eux-mêmes, de se ressourcer, de faire éclater un peu leur projet. À travers Maison Jacques Parizeau, on va pouvoir soutenir et encourager les artistes d'ici. On va être au début des projets. On va connaître un petit peu mieux les projets des artistes. On va devenir complices de leur création. Puis on va devenir des ambassadeurs pour que leur travail puisse rayonner. Création, en fait, c'est une façon d'aller de façon très, 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 très intensive à un but. Ce but-là, ça peut être d'avoir fini d'écrire le texte, on le présente, ça peut être trouver du vocabulaire gestuel, ça peut être faire rentrer l'éclairage, tester quelque chose au niveau du décor. C'est un processus de répétition, discussion, défendre des idées, jeter des idées, retrouver d'autres, recommencer, construire, reconstruire, tester entre nous, tester avec du public. C'est comme un moment de retraite. Les gens vont s'isoler pour travailler ensemble à développer leur projet. Donc, ça prend un endroit où les gens vont pouvoir dormir. Et grâce à nos partenaires, on met à leur disposition des locaux de répétition selon leurs besoins. Donc, quand on est en mesure d'avoir l'hébergement et que ça nous permet de rester dans cette bulle-là, ça fait en sorte que tout le travail créatif en arrière de ça devient exponentiel pour le créateur et l'œuvre mûrit beaucoup plus rapidement. Ça va me faire plaisir de vous lire un extrait d'un discours que Jacques Parizeau a prononcé devant les étudiants de l'Université Montréal. Alors, il leur disait, oui, je sais que pour votre génération, les choses sont plus difficiles, mais je vous envie quand même. Je vous envie
Parce qu'il n'y a rien de plus exaltant dans la vie que les commencements. Il n'y a rien de plus emballant que les démarrages. Être à l'aube d'une carrière, concevoir un projet, le voir grandir, contrecarrer les embûches, inventer des solutions auxquelles personne n'avait pensé, faire de ces solutions la base d'une richesse nouvelle. Les commencements. Imaginer dans sa tête, avec quelques amis, une idée neuve. Transformer cette idée en réalité. Voir cette réalité grandir et devenir plus grande que soi. Je pense que c'est ça qui pourrait bien se produire dans la maison Jacques Parizeau. Ça me ramène à ma conclusion. Ayez pas peur. Ayez pas peur de rêver. Ayez pas peur de construire une société qui soit à l'image de vos ambitions. Ayez pas peur. Ayez pas peur. Merci pour les commentaires. Évidemment, ça a été tout un travail qu'a piloté Caroline, un travail qu'on a piloté aussi avec Madame Lapointe, qui a été d'une grande collaboration et qui continue à l'être. Alors, évidemment, on a investi quelques piastres dans le vidéo, mais je pense que c'est des investissements importants. Quelqu'un disait tout à l'heure dans la conversation, un beau local, c'en est un exemple d'un local de répétition. Ça, c'est la salle d'Orimène du Collège de l'Assomption. Le Cégep en a aussi de très, très beaux locaux. C'est des locaux qui sont utilisés parfois pas entièrement, pas à 100% de leurs possibilités. Des fois à 70%, 60%. Il reste encore de la marge de manœuvre et ça nous permet d'entrer dans l'école avec les artistes puis de créer des interactions. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines années, puis je sais qu'on va y réussir. Je voudrais en profiter pour remercier Cérézo. Alors, moi, j'avais un beau petit projet qui tenait sur 2 pages, puis je pédalais mon affaire un petit peu, mais à un moment donné, le directeur du cégep qui est sur mon conseil a dit « L'idée que tu as est vraiment intéressante, puis je vais essayer de t'aider à le réaliser. » Et c'est là qu'il m'a fait rencontrer Karine de Cérézo. Puis elle a trippé sur le projet, puis là, elle a mis sa machine au service du projet. Ça veut dire qu'on a fait une étude avec des chercheurs, donc des profs qui ont été mis à contribution pour faire des recherches très sérieuses auprès des compagnies pour bien identifier les besoins qu'avaient les artistes par rapport à une résidence. Ça, c'est un document qui existe, qu'on pourrait partager éventuellement. C'est vraiment très, très bien fait. Une fois qu'on avait l'étude, on a fait un plan d'affaires, encore une fois, très complet pour dire, oui, ça tient la route, cette affaire-là. On est capable, sur plusieurs années, d'atteindre des objectifs élevés. Alors, c'est grâce à Karine et son équipe qu'on a réussi à faire ces 2 documents qui nous ont, après ça, ouvert des portes aux subventions. Alors, Karine nous a aussi introduit à l'économie sociale. On en reparlera un petit peu tantôt, mais nous autres, on est comme devenus un organisme d'économie sociale du jour au lendemain. On ne savait pas qu'on était ça à ce point. Alors, mais ça nous a ouvert beaucoup de portes. On parle de 700 000 $ de subventions qu'on a reçues à travers tout ça. Oui, on est un OBNL. Et ça nous a permis vraiment de... Tu sais, on avait un petit peu de fonds de ramasser pour ça, mais c'est un projet, la Maison Jacques Parizeau, d'1,5 million. Alors, c'est beaucoup d'argent pour un organisme de diffusion. C'est les producteurs qui font de l'argent, pas les diffuseurs. Alors, on a réussi, je crois, un excellent projet. Il est presque terminé. Vous voyez ce que ça va être rendu à la fin. Il nous reste le drapeau du Québec à aller chercher, puis toute la façade en brun qui est en train de se terminer en ce moment.
Donc, je pense qu'on va avoir un très beau projet. Ça va nous permettre de faire de très, très belles collaborations avec les gens autour. Donc, merci à Karine. Puis, j'ai fait un petit clin d'œil parce que moi, j'ai tellement tombé en bas de ma chaise à découvrir que j'étais à ce point un organisme d'économie sociale que j'ai invité Karine à venir présenter l'économie sociale à mes collègues de Réseau Scène. Alors, ça a été une belle rencontre juste avant la COVID. Et suite à ça, Réseau Scène a interpellé ces réseaux pour un projet d'étude qu'on veut faire entre les municipalités et les diffuseurs. Tu sais, trouver les points d'ancrage, puis analyser à fond la relation. Alors, je vais apprendre live à Karine qu'on a reçu la subvention aujourd'hui. 160 000, ma belle. Alors, c'est merveilleux ces collaborations qu'on va faire avec ces réseaux dans le futur. Et je pense que la culture est un point de développement fort intéressant. Je retourne la parole à Caroline. Bien, bravo à ces réseaux pour cette belle nouvelle. On est content. Bravo. Donc, Maison Jacques Parizeau, on vous en a parlé un peu. C'est le bâtiment qu'on vient de vous montrer. C'est un bâtiment à 2 étages, l'équivalent de 2 5,5, un par-dessus l'autre. Donc, c'est un lieu d'hébergement qui est dédié aux résidences de création. Résidences, Claude vous le mentionnait, on a souhaité aller mutualiser des locaux qui n'étaient pas occupés à 100%. Donc, on travaille avec le Cégep, on travaille avec le Collège de l'Assomption, on travaille avec la Ville de l'Assomption, la Ville de Repentigny. Donc, différents locaux qui vont venir répondre à différents besoins. Donc, on peut parler de résidences sèches, résidences de développement, résidences techniques. Chacune de ces résidences, pour répondre à la question de monsieur ou madame Darvaux, c'est pour des artistes en art de la scène. Donc, cirque, théâtre, musique, chanson, humour. Et donc, ils ne viennent pas tous avec les mêmes besoins. Il y en a qui ont besoin de s'isoler pour écrire. D'autres ont besoin vraiment des éclairages, du son. Donc, on va peut-être les diriger un peu plus vers des salles équipées. On est justement en train d'acquérir de l'équipement supplémentaire et cet équipement-là va être dédié, oui, aux résidences de création, mais va pouvoir être au bénéfice aussi de chacun des lieux qui va travailler avec nous. Donc, si par exemple, le Cégep met à notre disposition un local et qu'ensuite, une présentation étudiante a besoin d'un certain équipement, bien, on est là. On peut aider, on peut les équiper, on peut les accompagner. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là de communauté, de partage, mais aussi d'intégration au niveau pédagogique. Donc, on travaille avec le Cégep, on travaille avec les écoles secondaires à faire en sorte que les artistes qui vont être de passage sur le territoire rencontrent les étudiants. Est-ce que ça va être uniquement pour une sortie de résidence pour aller voir une étape de création? Est-ce que ça va être d'assister à une résidence de création en silence pour voir comment ça se passe? Est-ce que ça va être d'avoir, par exemple, parce qu'on souhaite, quand ça va être possible, d'accueillir des artistes internationaux, est-ce que ça va être, par exemple, de discuter dans quel contexte est-ce qu'eux autres, ils écrivent ou qu'ils créent le spectacle dans leur pays? Les contextes culturels sont très différents d'un pays à l'autre. Donc, on essaie vraiment de faire ce maillage-là avec les institutions scolaires sur le territoire de la MRC de l'Assomption, faire en sorte que ça bénéficie, oui, aux artistes et que que leurs œuvres soient teintées un petit peu de la Naudière, mais aussi que ça bénéficie aux étudiants qui sont sur le territoire. Donc, je vous le mentionnais, en fait, Claude aussi vous en a parlé un petit peu d'aimer voyager. Ce n'est pas tous les diffuseurs qui ont une orientation comme ça, mais on est chanceux d'avoir une direction générale qui croit énormément à aller voir ailleurs un petit peu les autres cultures, à aller s'ouvrir un petit peu, puis à aller voir ce qui est possible. Donc, on est assez chanceux avec Diffusion Hector Charland. On voyage un petit peu. On est capable d'aller voir des spectacles un peu partout et de les accueillir ici par la suite. Et on refait appel au réseau dont Claude vous parlait pour essayer d'organiser ça sur le territoire, faire en sorte qu'ils viennent chez nous peut-être, mais qu'ils puissent aller un peu partout au Québec. Donc, on travaille avec les collègues diffuseurs aussi partout et on est en train de réfléchir à faire un réseau de résidences de création. Évidemment, on souhaite les accueillir chez nous, mais on n'est peut-être pas les seuls et pour le bénéfice et des artistes
et des gens sur le territoire. On essaie de faire en sorte que les artistes puissent se promener un petit peu partout sur le territoire. La résidence de création vient aussi... On avait un grand déficit de réciprocité ici au Québec, c'est-à-dire que nos artistes québécois voyagent énormément à l'international, mais on a très peu de structures actuellement pour accueillir les artistes internationaux ici au Québec. Donc, Claude saura le dire, mais le calque était très emballé par le projet de la Maison Jacques Parizeau pour ça, pour faire de la réciprocité, s'assurer de ça. C'est vraiment une ligne très, très importante parce qu'il y a des compagnies québécoises qui font 90% de leur chiffre d'affaires à l'international. Alors, si on ne rend pas l'appareil un petit peu, ça va s'éteindre, toute cette belle dynamique. Alors, c'est beau créer, mais faut que les produits puissent circuler. Alors, on peut jouer un rôle, je crois. Je vous ramène ensuite à notre structure, en fait, pour finalement vous parler des 2 points en haut dont Claude vous mentionnait tantôt. Donc, Philanthropie Hector Charland, c'est une division qu'on a créée quand même assez récemment. On essaie... le mécénat, ce n'est pas quelque chose qui est très on le voit plus aux États-Unis. Il y a une culture du mécénat aux États-Unis qui n'a peut-être pas encore assez au Québec. Donc, on souhaite faire évoluer ça un petit peu sur notre territoire. On souhaite amasser des sous par la philanthropie aussi pour varier nos sources de revenus. Hector Charland, diffusion Hector Charland, donc nos sources de revenus, c'est à 80% issus de la billetterie. Et 20% issus d'autres revenus de subventions ou de commandites. Mais c'est sûr que plus on varie les sources de revenus, plus ça sécurise quand même d'une certaine façon l'organisation. Donc, on souhaite à travers ces actions de philanthropie-là, vous le voyez un petit peu, donc on a la Maison Jacques Parizeau qui arrive et le Théâtre Hector Charland, on prend soin du bâtiment. Il y a plusieurs salles de spectacle, plusieurs diffuseurs qui sont dans des cégeps, par exemple, et donc le diffuseur n'a pas l'entretien de la salle. Nous, on a l'entretien de la salle, on a l'entretien du bâtiment. Donc, la philanthropie va nous permettre un petit peu d'entretenir toutes ces infrastructures-là qui se multiplient, mais également de rêver à différents projets de développement, à donner des bourses aux artistes qui viennent sur le territoire. Donc, on souhaite faire en sorte d'augmenter un petit peu la philanthropie. Au niveau du service conseil, on a une grande équipe, une vingtaine de permanents, et on a développé une expertise assez importante en culture. Et on a été interpellé plus souvent qu'autrement pour aider d'autres organismes, d'autres villes à développer leurs projets culturels. Évidemment, le plus important, on a travaillé 10 ans avec la ville de Repentigny pour qu'ils puissent accéder à développer leur centre culturel. Ils nous ont bien rendu la monnaie de la pièce en nous donnant un contrat de gestion de 20 ans. C'est pas inintéressant. Mais je pense qu'on a mis beaucoup d'énergie pour faire en sorte de créer un centre complémentaire à ce qu'on faisait à l'Assomption. Le Cégep Onsic nous a interpellés aussi il y a quelques années. Donc, la directrice m'appelle, me dit, écoute, on a une salle de spectacle qui a été rénovée, mais qui est utilisée à peu près à 30%, puis le fonctionnement n'est pas optimal. On a l'impression qu'on a un bel outil puis qu'on ne s'en sert pas comme il faut. Alors, on a fait une petite étude avec le Cégep et la conclusion de ça, c'était de créer un diffuseur. Alors, ils ont créé une structure qui permet au Cégep, à travers une petite programmation, de s'ouvrir sur le quartier Onsic. Donc, il y a une ouverture du Cégep vers sa population de proximité. Puis aussi un service qui s'est grandement amélioré au niveau des profs et des étudiants. On a enrichi la vie du Cégep là. Alors, et je suis président du conseil d'administration de cette structure. Alors, puis on aide la structure à bien cheminer dans le temps. Alors, c'est un diffuseur qui devrait être reconnu par le Conseil des arts et des lettres
du Québec très bientôt, Mélissa Pietracupa, qui fait une super job comme directrice générale. Alors, c'est le genre d'accompagnement qu'on a fait. Donc, c'est un truc qu'on va conserver. Si quelqu'un veut construire une salle de spectacle, là, je peux vous dire qu'on a toute une expertise en termes de comment on fait ça comme il faut. Alors, peut-être une petite conclusion. Je m'aperçois qu'on approche de la fin. Alors, la politique de diffusion du ministère de la Culture et des Communications avait 2 objectifs: la sensibilisation et le développement des publics, donc stimuler et raviver l'intérêt des citoyens. Puis l'école est un des premiers lieux de sensibilisation pour les jeunes. Et les médias et les technologies de l'information, des outils de promotion et de sensibilisation. 2e point, l'accès de la population à un éventail diversifié de spectacles à travers la programmation des diffuseurs, une meilleure circulation des spectacles à travers le Québec et la présentation au Québec de spectacles étrangers. Alors, je pense qu'on a pas mal réalisé ça, puis que ça sera encore des objectifs importants pour les années à venir. Alors, je finirai en disant que grâce à notre collaboration avec ces réseaux, nous avons compris que nous sommes un organisme d'économie sociale. Cette meilleure compréhension de cet aspect de notre personnalité a eu une influence considérable dans la réalisation du projet Maison Jacques Parizeau et sera assurément un levier pour notre organisation dans les prochaines années. Alors, notre objectif, enrichir les milieux de vie et donner toutes les ressources possibles et nécessaires pour favoriser la création et la rencontre entre les artistes et le public. Puis, je finirai par une petite anecdote peut-être plus personnelle. Quand, à la fin des années 70, j'étais au cégep à l'Assomption, moi, je m'en allais en éducation physique. Alors, j'étais un sportif avant. C'est ça, un vrai sportif. Là. Je jouais au soccer, j'étais coureur de fond, je courais le marathon. Puis je m'en allais vraiment pour devenir prof d'éducation physique. Et au cégep, il y avait un petit café étudiant. Puis dans ces années-là, il y avait des spectacles à peu près une fois par mois. J'ai eu la piqûre de la musique. J'étais un peu musicien, mais bien amateur. Mais là, j'ai eu la piqûre au cégep de l'Assomption pour la culture. Et j'ai fini mon cégep à l'Assomption, puis je suis allé à Vincent d'Indy faire un 2e cégep pour finir mes études en musique. Alors, je peux vous dire que la petite étincelle, la petite affaire de culture m'a bien influencé, a carrément réorienté ma carrière vers la culture. Et Dieu sait que je fais partie des privilégiés. J'ai très bien gagné ma vie. J'ai eu la chance de voyager, plein de belles expériences et ça continue de travailler avec une équipe vraiment formidable. Alors, ça, c'est peut-être... Le petit groupe qui faisait du Emerson, Lake and Palmer dans le café étudiant qui a allumé quelque chose. Et je veux vous le dire parce que vous avez chacun dans vos milieux une chance. Vous ne savez pas comment vous pouvez influencer les jeunes au contact de toutes ces belles expériences culturelles. Alors, on vous le souhaite. Puis, nous autres, on est là pour y travailler. Merci à tous. Merci, Caroline. Je reprends la balle au bon pour vous dire que, je vous racontais ce matin, moi, que c'est parce que j'ai réussi à me faufiler dans une séance de Robert Lepage, une séance de création de Robert Lepage il y a de ça quelques années, au siècle dernier, que ça m'a allumé complètement. Ce qui m'allumait, bien sûr, le théâtre, mais aussi c'est là que j'ai eu envie d'explorer cette idée-là au niveau de l'animation puis de l'animation de groupe. Puis aujourd'hui, je suis en train de vous animer. Je suis allé aux études, moi. Je suis allé chercher une attestation d'études collégiales en animation de groupe parce que ça me fascinait, les phénomènes de groupe, etc. Donc, c'est sûr qu'entrepreneuriat et culture est un lien. Puis je pense que Caroline et Claude en ont fait quelque chose de... C'est assez éloquent, ce qu'on vient d'entendre. Donc, il y a vraiment de liens directs entre l'économie sociale, l'entrepreneuriat, puis la culture. Je trouve qu'il y a en fait, la corporation Hector Charland est un exemple probant de ça. Je ne sais pas si Claude et Caroline, vous seriez prêts à répondre à une ou deux questions, parce que je sais, je commence à y connaître, ce petit groupe-là. Il y a tout le temps des questions. Fait que je me suis dit, s'il y avait 2-3 questions, seriez-vous prêts à rester un petit peu? Oui. Ben oui, hein? Alors, allez-y avec vos questions. Et j'ai vu une petite main levée tantôt, là.
Donc, prenez la parole, allez-y. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à tout ça, qui ont des commentaires, des questions? J'en ai vu des, mais j'ai vu une main levée. J'ai-tu vu une main levée tantôt? Moi, j'ai peut-être un commentaire. Oh, vas-y, Caroline. Karine. Écoute, je ne me vois pas, là, mais je dois exister. Écoutez, bon, vous savez, là, j'ai réagi, là, mais merci. Je suis toute fébrile déjà de pouvoir travailler encore avec vous autres. Là. Donc, moi, vous êtes vraiment mon exemple d'entreprise d'économie sociale que je peux nommer, là, qui fait de l'argent, qui a une mission. Si on a vu l'ampleur de votre mission, votre contribution. Là. Moi, je n'arrête pas de penser à vous tout le temps. Là. Je sais que vous parlez à des Japonais dans la nuit parce que vous développez avec le Japon. Là, je me dis, oh mon Dieu, en arts et lettres, il y a un cours de culture japonaise. Là. Donc là, je me dis, on va les fitter ensemble, la résidence d'artistes, mais c'est ça aussi, les partenariats, c'est d'être une espèce de faire ce lien-là. J'ai hâte qu'on signe une entente officielle pour la résidence. Là. Mais c'est ça, c'est de faire du développement avec des entreprises comme vous, ben c'est inspirant pour nous autres parce qu'on se développe ensemble et puis on tripe parce qu'on fait des super projets inspirants. Le matin, on se lève, on dit on va créer, puis on va triper ensemble. Fait que moi, je trouve ça super. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est se mettre en action. Hein? Donc, vous êtes un exemple flagrant de gens qui vous bâtissez, vous êtes en lien avec tout le monde. Là. Donc, bravo. Vous savez, je vous aime. Ouais. Merci. J'ai une question ici de Maryse Labonté. C'est plus un commentaire. On les prend aussi, les commentaires, en passant. Oui, moi, je trouve ça super positif parce que, il y a quelques années, j'étais directrice d'un journal culturel en Abitibi et je faisais plein de liens avec le cégep au niveau de arts et lettres, culture. On a fait des associations. Et, là, je suis arrivée au cégep, mais j'ai comme oublié le partenariat que je pouvais faire avec le milieu culturel. Je trouve que d'avoir eu cette présentation-là aujourd'hui, ça m'allume plein d'idées. Je me dis, oui, au niveau entrepreneurial, mais au niveau de la vie étudiante, socio-culturelle, il pourrait avoir tellement de beaux liens à faire. Je pense, entre autres, à Cégep en spectacle, où il y a eu des difficultés cette année à mettre les spectacles en branle à cause de la COVID, là, mais si on avait des liens avec les lieux de diffusion, ça serait, me semble, donc bien plus facile, puis de créer des liens. En tout cas, merci, parce que moi, j'ai plein d'idées. Je suis sûr que Claude et Caroline peuvent réagir à ça, mais tu sais, Maryse, puis les autres, là, regardez, là, présentement, on vous présente des Sherpas. Là. On prend l'exemple encore de la montagne. Eux, ils connaissent la route, là, ils savent. Si dans votre cégep, dans votre milieu, vous avez une salle ou des salles de répétition de spectacles qui sont à peu près pas utilisées, c'est le temps de réfléchir à ça. La COVID, là, ça peut être aussi un maudit beau moment pour tisser des liens puis construire des choses avec vos milieux. Donc, peut-être que dans votre école, présentement, vous dormez sur vous avez un éléphant blanc peut-être dans vos murs, puis que c'est peut-être justement l'idée de bâtir ça. Puis là, présentement, Claude et Caroline, là, ils ont déjà fait, d'ailleurs, ils m'ont parlé de ça dans une des rencontres, là, ils ont déjà aidé un autre cégep Onsic, en fait, à faire justement, à maximiser, en fait, comme il disait tout à l'heure, là, de développer, en fait, la salle, développer carrément un lieu de diffusion. Ils sont là, ils ont parlé un peu d'accompagnement. Là. C'est ça que ça veut dire, l'accompagnement. Là. C'est que, dans le fond, Maryse, là, si chez vous, il y a des projets à développer, là, ce serait peut-être pas fou de tisser des liens avec Claude et Caroline. Ils sont déjà là, ils savent déjà ils connaissent le tabac, ils savent comment ça marche. Peut-être un petit commentaire pour Mme Labonté. Ce que j'ai trouvé précieux, c'est l'accompagnement qu'on a pu faire des spectacles étudiants. Oui, on a accueilli Cégep en spectacle, mais on a aussi accompagné la revue de danse annuelle de la troupe de danse. C'était beau de voir ces jeunes-là travailler avec les mêmes techniciens qui travaillaient avec Diane Dufresne la veille. Puis à ces jeunes-là la chance de vivre leur spectacle dans des conditions vraiment optimales. On pense qu'ils gardent pas juste un souvenir, je pense que ça les marque, ça les touche beaucoup. Clairement. Clairement, bien dit. Marilyn, une question?
Ben, pas une question. Ben oui, Un question et commentaire, commentaire aussi. Là, moi, le théâtre, bon, fait partie de ma vie de toutes sortes de façons. Là. Claude et Caroline, vous le savez. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, entre autres, de votre lieu, c'est aussi tout le décloisonnement. Tu sais, on vient parler encore là, des liens avec le scolaire et tout ça. Mais tu sais, le lieu qui est un théâtre aussi, je trouve tellement que c'est un lieu mythique. Et moi, c'est une des choses que j'aime avec le théâtre Hector Charland. Les gens, ils vont en arrière, en avant, ils voient un peu tous les angles de ce théâtre-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Puis, effectivement, là, comme disait Karine tantôt aussi, là, moi, de voir comment à chaque année ou à chaque moment, vous êtes en train de saisir des nouvelles opportunités, voir comment vous pouvez en apporter plus à la région, à la ville, aux gens que vous desservez, là, c'est du pur bonheur. J'ai manqué une petite portion tantôt de présentation. J'espère que je ne vous poserai pas une question à laquelle vous avez répondu, vous me le direz. Moi, je voulais savoir, justement, là, en contexte de pandémie, ça a dû amener 1 million de choses difficiles de votre côté, de nouveaux défis et peut-être aussi des nouvelles opportunités. Est-ce que c'est possible de peut-être en ressortir une de chaque côté là, suite à ce contexte-là? Qu'est-ce que ça a amené pour le théâtre Hector Charland? C'est certain que nous autres, on était tout près d'ouvrir la salle de Repentigny. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait crinqué la diffusion. Donc, on avait vraiment augmenté de façon importante la diffusion. Donc, toutes les salles étaient pleines à Hector Charland, puis on avait commencé à vendre les billets à Alphonse Desjardins. Donc, ce que ça a fait, c'est 9 mois de gestion de remboursement et de déplacement de spectacle. Ça, c'est l'aspect vraiment qui a été complexe. Puis je salue les employés qui ont travaillé pendant 9 mois à bouger tout ça, à appeler les clients puis à leur dire ça va être reporté ou ça va être annulé, remboursé, replacé. Pas simple. Le côté positif, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup de temps pour se réunir comme équipe, pour réfléchir profondément à la relance. Donc ça, c'est le bout positif. On a, tu sais, des fois, on était 4 à se dire jamais en ce moment on pourrait se rencontrer en temps normal parce que toi, tu serais là, toi, tu serais là. Alors, on a profité pleinement, je dirais, du temps pour à la fois pour se réunir, pour faire des plans stratégiques pour la relance, puis améliorer nos lieux. Quand tu vas revenir au théâtre Hector Charland, tu ne te reconnaîtras pas parce qu'on a changé tout le plancher, on a changé les tapis dans la salle, on a peinturé la dalle de béton, bref, on a fait du ménage, beaucoup de ménage. Ben, super. Bravo. D'autres questions ou commentaires? Avez-vous été touché par la vidéo, hein? En rentrant de la voix de Jacques Parizeau, hein? Ayez pas peur, ayez pas peur. Magnifique, hein? Magnifique. Moi, cette vidéo-là, il faut que je pense à quelque chose. J'aimerais ça qu'on l'ait, cette citation-là, dans notre discussion. Si quelqu'un l'a pris en note de façon détaillée, là, ce serait intéressant. Je vais vous l'envoyer avec plaisir. Vous devez l'avoir quelque part, hein, sûrement. Tellement de belles citations. Ouais. C'est un discours qu'il avait prononcé en 1995 devant des étudiants de l'Université de Montréal. C'était, si je ne me trompe pas, 3 semaines avant le référendum. Ah, super. Et ce discours, d'ailleurs, je l'ai recherché, puis il est présentement sur YouTube. Fait qu'on va, si vous voulez, je vais retourner chercher le lien, puis on va vous l'envoyer. Ouais, c'est très inspirant. J'aimerais dire une autre chose, si tu permets. La plupart des collèges ont fini par déserter un peu leur salle, tu sais, parce que c'est un métier. Puis je pense qu'en écoutant ces gens-là, on s'aperçoit que c'est un métier. Et beaucoup de collèges ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont offert à des corporations culturelles la gestion de leur salle de spectacle. Ils ont offert aux services sportifs des municipalités la gestion de leur plateau sportif. Parce que le métier des gens qui travaillent dans les cégeps, c'est l'éducation. C'est pas l'animation culturelle, c'est pas l'animation sportive non plus. Fait que ça prend vraiment des spécialistes et je pense que là, on a eu 2 témoignages de très grands experts du domaine. Alors, merci beaucoup. Merci. Il ne faudrait pas minimiser les collaborations qu'on peut faire avec les différents départements du cégep. On imagine, nous autres, on a imaginé avec Karine une résidence de création à l'Assomption où l'auteur de théâtre fait une pièce sur Einstein,
Puis là, il y a un département qui amène ses élèves à nourrir la création du créateur à travers toutes sortes de recherches. On peut flyer pas pire, là, mais donnons-nous du temps. Mais je pense qu'on peut arriver à des collaborations vraiment stimulantes pour les partenaires. Voilà. Bien, permettez-moi, au nom de tous les gens qui sont ici, là, de remercier Claude Degrandpré et Caroline Parent pour leur présentation inspirante. C'est vraiment le fun, hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. On aimait ça. J'ai appris plein de choses. Moi, j'avais volontairement pas écouté ce qu'il avait à dire, parce que je voulais moi aussi me faire surprendre, puis ça fait ça. Je suis bien, bien surpris, je suis touché, je suis bien content, puis bien fier d'être en partenariat constant avec cette organisation-là, puis avec ces gens-là. Vraiment le fun. Je vous souhaite une belle continuité, puis j'espère qu'un jour, on va se revoir dans un entracte. Hein? Ou avant. Avec grand plaisir.